Plus de visas pour les ONG dans les provinces sous état de siège. La correspondance est du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères aux ambassades. La correspondance parle également du Tanganyika qui ne semble pas être concerné par l'état de siège. Incendie d'origine inconnue la nuit de mercredi à jeudi au marché Mayangosé près du parquet de grande instance de Béni à proximité de l'hôpital général de référence de Béni et de la prison pour femmes au quartier résidentiel dans la commune de Bongulu. Selon les voisins qui ont vécu la scène du haut de leur bâtiment aux alentours de ce marché confirment que plusieurs dépôts sont partis en fumée avec tout leur contenu. Pour mettre fin aux conséquences des pluies diluviennes, il faut une bagatelle somme de 100 millions de dollars américains. Le montant a été dévoilé au cours d'une réunion d'évaluation ce jeudi par des experts onusiens spécialisés dans la gestion des catastrophes naturelles. Et au Mali, attaque djihadiste, le bilan est revu à la hausse ce jeudi. L'armée parle de 14 soldats maliens tués et 11 autres blessés mardi lors d'affrontements dans le centre du pays. Très heureuse de vous informer. Bienvenue dans ce journal. La mesure concerne les provinces sous état de siège. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, suspend l'octroi des visas d'entrée en RDC au profit des membres des organisations non gouvernementales. Il a dit ce jeudi à travers un message officiel adressé à toutes les ambassades et les postes consulaires de la RDC à travers le monde. Et parmi les provinces citées, nous avons Ituri, Nord et Sud Kivu et Tanganyika. Et en réaction, le député national Banzalonda, qui se dit surpris de voir sa province citée, il demande au chef de la diplomatie congolaise de retirer de la liste provinciale, de la liste, la province du Tanganyika, puisque n'étant pas concernée par l'état de siège. On l'écoute. Je suis très surpris, même choqué. J'avais mes yeux presque exorbités lorsque j'ai vu ce communiqué du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui interdit l'octroi des visas à destination des provinces sous état de siège. Mais dans sa liste, il a annexé la province du Tanganyika. Mais je me demande sur quelle base, parce que la province du Tanganyika n'est pas concernée par l'état de siège. Et l'état de siège est fondé sur une ordonnance présidentielle qu'il a délimitée dans l'espace. Et dans cet espace, il n'y a pas la province du Tanganyika. C'est ici l'occasion de lancer un appel pressant à l'endroit du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de retirer la province du Tanganyika de sa liste des provinces concernées par l'état de siège. Moi, je pense que c'est un raccourci très dangereux qui risque de semer la confusion dans l'opinion publique du Tanganyika et dans l'opinion publique générale. Nous ne sommes pas concernés en tant que province du Tanganyika par l'état de siège. Et je crois que le vice-premier ministre comprendra que la province du Tanganyika ne veut pas qu'il y ait une confusion et ne veut pas qu'il y ait ce raccourci qui est très dangereux. Je le disais en titre, un incendie d'origine inconnue réduisant les marchandises qui s'y trouvaient en cendres ce jeudi à Mayangosé dans la ville de Béni. Au Nord Kivu, les marchands sont inconsolables. Ils pleurent les pertes occasionnées par ce sinistre et certains d'entre eux tentaient encore de sauver le reste de leurs marchandises, mais en vain. On écoute notre correspondant sur place dans le Nord Kivu, Martial Benel. Alors, d'emblée, il faut déjà dire que les dégâts matériels sont énormes. Tout est parti pratiquement en fumée. Le petit marché de Mayangos, en ville de Béni, est réputé comme marché d'exposition des vivres. Il est situé dans la commune de Bongulu, non loin de l'état-major du commissariat urbain de la police et proche du bureau du parquet de Béni. L'incendie a donc éclaté en milieu de la nuit de mercredi à ce jeudi. La ville ne disposant pas d'aucun véhicule anti-incendie, tout a été consumé par les feux dont l'origine reste inconnue jusqu'à présent. Des boutiques tout entières, avec tout leur contenu, sont rendus en cendres. Les vivres, n'en parlons pas, de viande, de poissons, bananes, tout est parti en fumée et rien n'a été sauvé. Les victimes estiment la perte à près d'$1 million américains. Un incendie d'origine criminelle
Au regard même des dégâts causés par cet incendie, les autorités locales, elles, parlent plutôt d'un court-circuit qui serait parti d'une installation électrique d'un moulin à farine. La société civile des Béni, ses organes bien entendu, exigent des enquêtes sérieuses pour arriver justement à trouver la vraie origine de cet incendie. Elle recommande aussi au gouvernement d'identifier les victimes et surtout évaluer les pertes enregistrées afin d'indemniser, afin d'indemniser les victimes qui payent les taxes et impôts de l'État congolais. Les FARDC se battent sous strict respect des droits humains au plan international. Ce jeudi, près de 10 mineurs recrutés par les groupes armés ont été arrêtés à Butembo dans les opérations de bouclage. Ils ont été remis entre les mains de la justice. Les sources sur place renseignent que le moins âgé parmi ces enfants a 13 ans et le plus âgé a 17 ans. Le porte-parole de l'opération Sokola 1 Grand Nord retrace ici les circonstances de leur arrestation. Ces enfants ont été arrêtés par les forces armées qui étaient en opération dans la ville de Butembo. Les opérations de bouclage. Vous êtes sans ignorer que Butembo a vécu pendant un moment d'insécurité. Et pendant nos opérations de bouclage, nous avons arrêté les maïmaï majeurs et aussi les maïmaï mineurs. Bien qu'ils sont mineurs, nous n'avons pas le droit de les garder chez nous. La loi ne nous autorise pas. En tant qu'armée régulière, c'est ce qui même fait la différence entre l'armée et les groupes rebelles. Nous ne sommes pas une rébellion, nous sommes une armée professionnelle, une armée respectueuse de loi. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous avons appelé, vous, à la MONUSCO, pour protéger sincèrement ces enfants. Et vous savez comment les gérer et les remettre, les retourner dans leur milieu habituel, c'est-à-dire la société, leur famille. Alors aujourd'hui, en tant que partenaire MONUSCO, c'est un grand jour parce que à chaque fois que nous récupérons, que ce soit les otages des ADF MTM, que ce soit les mineurs, nous remettons à nos partenaires. Pas plus tard qu'hier, nous avons remis une dizaine des otages qui ont été kidnappés par les terroristes ADF MTM à Irumu. Nous sommes dans la province d'Ituri. Mais aujourd'hui, nous remettons encore entre vos mains les enfants mineurs. Alors cela montre vraiment que FARDC est respectueuse vraiment des lois et des droits des enfants. Voilà, je vous remets officiellement Mumbere Junior, officiellement, qui représente les 10 autres en tant que partenaire. Pour mettre fin aux conséquences néfastes des pluies diluviennes, il faudra mobiliser une somme de 110 millions de dollars américains. L'annonce a été faite au cours d'une réunion d'évaluation ce jeudi entre le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga, le coordonnateur Bruno Lemarquis et les experts de l'UNDAC, structure onusienne spécialisée dans la gestion des catastrophes naturelles. La rencontre entre le ministre Modeste Mutinga avec le coordonnateur Bruno Lemarquis et les experts d'UNDAC avait pour objectif d'examiner minutieusement les différentes données reprises dans les rapports d'évaluation rapide des besoins multisectoriels qui répondent in extenso les impacts humanitaires des glissements de terrain et d'inondations dans les villes de Kinshasa. C'est pas des pluies exceptionnelles, mais des pluies très fortes qui ont réussi à faire autant de dégâts. Ça veut dire que ça doit être une alerte, un coup de semence pour que cette question de la gestion des risques, ce qu'on appelle la gestion des risques et des désastres, soit prise très au sérieux. D'après Bruno Lemarquis, la priorité des priorités demeure, entre autres, les moyens financiers à mettre à la disposition des sinistrés. Bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin à son Excellence Monsieur le Ministre, c'était la mise à disposition de 10 millions de dollars par le mécanisme global qu'on appelle SURF, donc le Fonds central de réponse aux urgences humanitaires. À Nyiragongo, où les conditions humanitaires restent encore déplorables à ces jours, Bruno Lemarquis a insisté sur la dangerosité de l'expansion de l'épidémie de choléra à cause de la promiscuité. La situation, les conditions de vie des populations déplacées restent toujours déplorables, donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire et cet argent va aider les acteurs humanitaires à apporter tout le soutien. Des communs accords, les ministres des Affaires sociales et les coordonnateurs ont convenu de se rendre incessamment à Goma et à Bukavu en vue
de redynamiser les cadres de concertation provinciale de ces provinces sous état de siège. Dans l'actualité toujours, Miguel Katem Kachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a été reçu en audience par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze. Le DG de la RSP est venu annoncer le début des opérations de contrôle dans les sociétés privées évoluant dans le domaine de l'eau et l'électricité. Avant de procéder aux opérations de grande envergure, en termes de la remise de l'ordre dans la sous-traitance au secteur privé, le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, poursuit avec la série de consultations auprès de membres du gouvernement qui, respectivement, ont la gestion d'un certain nombre de domaines liés à la sous-traitance au secteur privé. En début de semaine, le patron de la RSP a été reçu en audience par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng. Leur entretien a porté sur les mécanismes à mettre en place afin de protéger les opérateurs économiques congolais qui œuvrent dans le domaine de l'eau et l'électricité vis-à-vis des sociétés étrangères qui ne s'appliquent pas à respecter la loi congolaise qui s'impose. Depuis un certain moment, un certain temps, le domaine de l'électricité et de l'eau a été libéralisé et qu'il y a beaucoup de sociétés aussi des droits congolais qui sont dans ces domaines, mais ce que nous constatons, c'est que la plupart de ces sociétés pleurent. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte concurrence étrangère. À ce propos, justement, la volonté matérielle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à revaloriser les sociétés de droit congolais qui sont à même d'être potentiellement compétitives sur le terrain. Le président de la République, chef de l'État, qui a aujourd'hui voulu promouvoir la sous-traitance locale, a mis un accent sur ces points. Il est à noter que pour les DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, le respect de la loi y afférente est désormais de rigueur. Processus électoral en RDC, Adel Kaïnda, autorité morale de l'ALDC, s'est enrôlé ce mercredi au centre situé à l'école Batela dans la commune de Ngaliema. À l'occasion, elle a lancé un appel à tous ses membres pour un enrôlement massif en vue des échanges électoraux futurs. Le 4e cycle électoral est lancé et l'ALDEC et son autorité morale, la ministre du portefeuille Adel Kaïda Maïna, se sont déjà embarqués dans le train des élections qui a déjà quitté la gare. Et ce mercredi, le membre de l'ALDEC et son autorité morale étaient au centre Nganda pour une matinée politique. Au cours de cette manifestation, l'autorité morale de l'ALDEC a donné les mots d'ordre à ses membres se trouvant à Kinshasa comme en province d'aller s'enrôler massivement en marge des élections prévues au mois de décembre 2022. Comme il s'est enrôlé en Bandaka, c'est symbolique de l'eau. Et personne ne peut compter les poissons. Ce qui veut dire la victoire de Fachi Béton, les voix seront tellement nombreuses que personne ne peut compter 2023. Et dans la suite, l'autorité morale de l'ALDEC, Adel Kaïnda, a accompli son devoir civique en s'enrôlant au bureau de vote dans l'école Batela située au quartier Jamaïque dans la commune de Kitambo. Je suis venu pour accomplir ce devoir civique de m'enrôler pour que nous, partis politiques ALDEC, puissions arriver à donner un second mandat au président de la République, chef de l'État, Fachi Béton. ALDEC le fait hisser à la magistrature suprême au second mandat en lui accordant aussi une majorité confortable. Avec l'enrôlement, la CENI aura les moyens de présenter au Parlement congolais les textes des lois sur la répartition de sièges. D'où l'appel lancé par l'autorité morale de l'ALDEC, Adel Kaïda Maïna, qui a invité ses membres à s'enrôler massivement partout sur tous les territoires congolais. Opération d'enrôlement des électeurs. Nadine Boboy, secrétaire générale adjointe du parti politique Agissons pour la République AREP, ensemble avec son équipe, a fait le tour de la ville-province de Kinshasa, sensibilisant les Kinois à s'enrôler massivement. La population de tous les districts a été mobilisée pour prendre activement part à cette étape du processus électoral.
C'est par une caravane de sensibilisation débutée au boulevard du 30 juin que Nadine Boboy-Mouanela, secrétaire générale adjointe de la REP en charge de la mobilisation et implantation du parti, a parcouru tous les points chauds des différents districts de la ville-province de Kinshasa, invitant la population quinoise à un enrôlement massif. Accompagné de cadres et autres membres de ses partis chers à Guilo Ndomboyo, au cortège bruyant d'animation et coloré aux emblèmes du parti, dans les grandes artères de la ville, du district de la Lukunga, en passant par Funa, ensuite les districts du Moamba, pour chuter à Tchangou, dans cette salle polyvalente de la commune de Lantsele. Nous, les enfants de Guy Luando, nous disons oui à l'élection. C'est pourquoi nous vous demandons d'aller vous faire enrôler massivement pour choisir nos dirigeants en cette fin d'année 2023. C'est notre devoir. Allons nous faire enrôler. Un devoir civique prêché par le parti politique agissant pour la République. La Constitution prévoit un processus pour aller aux élections. On commence d'abord par l'enrôlement. Cet enrôlement a deux volets. Si on s'enrôle aujourd'hui, c'est pour avoir sa carte d'électeur. Mais les mêmes données qui restent dans le fichier, ces mêmes données vont donner la carte pour citoyen. Agissant pour la République reste donc déterminé dans la sensibilisation pour l'enrôlement des citoyens dans tous les territoires nationaux. Allez, on se rend dans la commune de Barumbu. Chantal Kavugo Makwesa, cadre du parti Burek de Julien Paloukou, a obtenu également sa carte d'électeur. Elle était accompagnée des cadres et militants du parti. Venus en masse, animés et colorés aux emblèmes du parti cher à Julien Paloukou. Le quartier Bichakuchaku dans la commune de Barumbu a reçu Chantal Kavuo qui a prêché par l'exemple en remplissant son devoir civique. Ayant des ambitions politiques, elle a invité la population à se faire enrôler massivement pour faire un bon choix aux élections de décembre 2023. Nul ne peut passer aux urnes sans passer par l'enrôlement. C'est pourquoi je suis venue ici dans mon fief de Barumbu pour venir m'enrôler, et je suis venue aussi avec ma base, que ma famille politique, que le Burek, parti cher à son excellence Julien Paloukou Kaongia. Il soutient effectivement le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le train du prochain scrutin étant déjà en marche, tout porte à croire que la transparence sera de la partie, estime Chantal Kavuo. Encourage les gens de pouvoir s'enrôler massivement. La loi électorale est déjà là, que les gens ne vous distraient pas, et surtout, j'appelle la population de Lukunga, allez vous enrôler massivement. Et j'ai ce droit-là de me présenter. Je remplis toutes les conditions, et c'est pourquoi je demande à la population de Lukunga de me soutenir. Le parti cher à Julien Paloukou Kaongia, déterminé pour la sensibilisation pour l'enrôlement sur toute l'étendue de la RDC. Quittons la RDC pour les provinces de la République. Dans le Lolaba, accompagné du député provincial Jean-Marie Kasséa Chingambo et quelques membres de son gouvernement, Fifi Masuka Saini a été conduite dans les installations de la société L'Huile aux Ressources, une usine d'électrolyse pour s'imprégner de la production des cathodes de cuivre. L'autorité provinciale se réjouit de constater l'emploi de 1000 Congolais dans cette entreprise minière à capitaux chinois avant de récolter les doléances liées principalement aux défis en énergie électrique. Accompagné du député provincial Jean-Marie Kasséa Chingambo et de quelques membres du gouvernement provincial, la gouverneure du Lualaba a effectué une visite de travail dans les installations de l'entreprise L'Huile aux Ressources mercredi 11 janvier 2022 à plus ou moins 20 km de la ville de Kolosi. Marie-Thérèse Masuka Saini et toute sa délégation ont été conduites dans la salle d'électrolyse pour voir le processus de production du cuivre. Ensuite, les responsables de cette entreprise chinoise ont approché leur hôte de marque dans la salle de réunion où ils ont pris soin de présenter la situation générale ainsi que les difficultés liées notamment au manque du courant électrique qui ne facilite pas le fonctionnement de la société en régime complet. La société L'Huile aux Ressources que voici a retrouvé au sein des entreprises minières installées au Lualaba, et ce résultat heureux, nous le devons à l'action déterminée de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
je cite Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans sa vision qui vise le bien-être social de la population en mettant en œuvre une forme de contrat gagnant-gagnant, matérialisé ici en province par son Excellence Fifi Masuka Saini, Mama Béton. Par cette visite, la chef de l'exécutif provincial a tenu à encourager ses partenaires chinois qui viennent appuyer les efforts inlassables du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la réduction du chômage en RDC, particulièrement au Lualaba. Nous voulons encourager les sociétés qui emploient des Congolais dans le domaine de l'huile. L'huile aux ressources emploie plus de 1000 Congolais. C'est une entreprise à encourager. Je suis venue d'abord encourager tous les Congolais. Marie-Thérèse Masuka Saini leur a donné des instructions afin de respecter le cahier de charges qui devra être signé dans les tout prochains jours pour permettre aux communautés environnantes à bénéficier des actions de développement comme le recommande le Code minier. Je disais, on a quitté Kinshasa pour les provinces de la République. Cette fois-ci, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, a visité ce jeudi les routes Kilolobé et Kamasaka en pleine construction. Les travaux évoluent normalement. À son arrivée à Kilobé-Lobé, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a été accueilli par son ministre provincial des infrastructures et le directeur provincial de l'office de voirie et drainage. L'autorité provinciale a débuté la visite de ces deux grands chantiers par la route Kilobé-Lobé, longue de 2 km 600. Ici, les travaux consistent justement en la construction de fond en comble. 1 km 600 de route a déjà reçu la couche de fondation et 350 mètres asphaltés. La construction de cet ouvrage d'intérêt général qui reliera le village Kilobé-Lobé au quartier portant le même nom est un motif de joie pour la population riveraine qui a salué la bravoure du 3e gouverneur élu du Haut-Katanga qui matérialise réellement dans cette province la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De là, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué, accompagné de son ministre provincial des Infras, va se rendre sur la route Kamasaka, longue de 4 km. Comme la route Kilobé-Lobé, la route Kamasaka est en pleine construction à neuf. Plus ou moins 700 mètres de route ont déjà reçu la couche de fondation avec la construction des caniveaux de part et d'autre de cet ouvrage qui permet d'accéder facilement au cimetière de Kamasaka. Après avoir reçu les explications de son ministre provincial des infrastructures, Jacques Kaboula Katoué s'est dit satisfait de l'évolution de travaux et a mentionné que la construction de cette route est une façon pour lui de matérialiser les slogans du chef de l'État, le peuple d'abord. Mais nous avons promis que nous allons travailler aussi dans la périphérie pour donner à nos quartiers des routes solides et faciliter le transport de notre population. Il va sans dire que Jacques Kaboula Katoué est déterminé à marquer son quinquennat à la tête du Haut-Katanga d'un cachet spécial. Du centre-ville de Lubumbashi aux périphéries, les routes sont construites et d'autres réhabilitées. Cela à Lubumbashi comme dans d'autres territoires de la province du Haut-Katanga. Et puis le directeur général des lignes maritimes congolaises a regagné Kinshasa mercredi après une tournée aux États-Unis d'Amérique. Jean-Claude Mukendi tient à porter haut l'étendard des MLC, raison pour laquelle il multiplie les contacts à travers le monde. Parti de Kinshasa le 29 décembre dernier après un escale éclair à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, le directeur général des lignes maritimes congolaises SA, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwiza, a effectué une mission de travail à Houston, aux États-Unis, dans le cadre de la coopération maritime. Oh, les bus viennent de sortir de... Un chevalier de la politique prônée par les chefs de l'État, le peuple d'abord, sans répit, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwiza a été reçu jeudi 5 janvier à la Chambre du commerce de la ville portuaire de Houston. Au sortir de cet entretien, le directeur général de LMC a remercié le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a jeté son dévolu sur sa personne en le nommant à la tête des lignes maritimes congolaises avant d'expliquer le motif de son déplacement à la Chambre du commerce de Houston. Nous sommes dans la droite ligne de la philosophie même du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Pour nous, lignes maritimes congolaises, le peuple d'abord, c'est les agents LMC d'abord. Sur place, le DG de LMC a reçu des amples détails sur le fonctionnement du dit port, notamment les statistiques des cargaisons à destination ou en provenance des différents ports internationaux réceptifs à la demande formulée par les DG de LMC. La direction de l'autorité portuaire de Houston s'est dite prête à accompagner l'armement national
dans son optique de redressement, de relance et d'expansion suivant son plan stratégique de relance 2023-2025. Rendre ses lettres de noblesse à la société Ligne Maritime Congolaise SA, le DG en fait son cheval de bataille, en témoigne son séjour de travail au pays de l'Oncle Sam. Et au Mali, 14 soldats maliens ont été tués et 11 autres blessés mardi lors d'affrontements avec les djihadistes dans le centre du pays, selon un nouveau bilan donné ce jeudi par l'armée. Côté ennemi, l'armée malienne affirme avoir neutralisé 31 terroristes, un bilan plus lourd depuis plusieurs mois. On en sait un peu plus sur la double attaque djihadiste du 10 janvier contre les forces armées maliennes dans les centres du pays. La première attaque djihadiste a eu lieu dans les centres du Mali, entre les localités des Dia et des Diafarabé. Elle a été suivie d'une seconde attaque, cette fois-ci un peu plus au sud, entre les villes de Koumara et Massina. C'est jeudi 12 janvier, plusieurs bilans circulent à ces sujets. Celui de l'armée malienne parle de 31 terroristes neutralisés et de 14 morts dans les rangs des forces armées maliennes. Le précédent bilan faisait état la veille d'au moins 12 soldats maliens tués lors de ces combats qui ont eu lieu entre Mopti et Ségou après plusieurs attaques menées contre l'armée avec des bombes artisanales. Pour rappel, le Mali subit depuis 2012 une propagation de la mouvance djihadiste et une profonde crise multidimensionnelle, politique, économique et humanitaire. Eh bien, ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. Plus de visas pour les ONG dans les provinces sous état de siège. La correspondance est du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères aux ambassades. La correspondance parle également du Tanganyika qui ne semble pas être concerné par l'état de siège. Incendie d'origine inconnue la nuit de mercredi à jeudi au marché de Mayangozé, près du parquet des grandes instances de Béni, à proximité de l'hôpital général de référence de Béni et de la prison pour femmes au quartier résidentiel dans la commune de Bungoulou. Selon les voisins qui ont vécu la scène du haut des bâtiments aux alentours de ce marché, confirment que plusieurs dépôts sont partis en fumée avec tout leur contenu. Pour mettre fin aux conséquences des pluies diluviennes, il faut une bagatelle somme de 110 millions de dollars américains. Le montant a été dévoilé au cours d'une réunion d'évaluation ce jeudi par des experts onusiens spécialisés dans la gestion des catastrophes naturelles. Et au Mali, attaque djihadiste, le bilan est revu à la hausse ce jeudi. L'armée parle de 14 soldats maliens tués et 11 autres blessés mardi lors des affrontements dans le centre du pays. Merci de votre attention soutenue. L'info reste en continu sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Communiqué de presse. Le cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les allégations d'une prétendue tentative de détournement des fonds de la dotation minimale de 0,3% pour les développements communautaires dans les secteurs miniers par le ministère des Affaires sociales et les Fonds national des promotions et des services sociaux FNPSS. Ces allégations, avancées par la plateforme Les Congo, n'est pas à vendre. La coordination des actions pour la gouvernance des ressources naturelles et les consortiums Makuta, Yamandeleo, une société civile manifestement politisée et réfractaire aux réformes initiées par le gouvernement visant le développement communautaire des populations congolaises sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont des natures à susciter la diversion, à distraire l'opinion et révèlent des mobiles cachés tendant à saper la souveraineté nationale et les intérêts de la population. À ces sujets, les cabinets du ministre informent l'opinion que l'article 1, littéra B, point 37 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères dispose que le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a notamment la charge de collaborer à l'élaboration des projets pilotes de lutte contre la pauvreté
tels que traduits dans les programmes d'action 2021-2023 du gouvernement de l'Union sacrée, particulièrement au niveau du pilier 13 sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Ceci constitue les fondements légaux de la circulaire numéro 004 cabinet du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, 2022 du 7 novembre 2022 portant directives relatives à l'élaboration et la mise en œuvre des plans locaux de développement communautaire à financer par les ressources provenant de la dotation pour contribution au projet de développement communautaire dans les secteurs miniers, par laquelle le ministère a communiqué les canevas devront servir d'outils de travail dans les processus de consultation et d'élaboration des plans locaux de développement communautaire concernés par cette dotation. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale et les fonds de promotion et des services sociaux FNPSS ne sont nullement impliqués dans la gestion de la dite dotation qui est uniquement organisée au niveau des organismes spécialisés installés auprès de chaque projet minier conformément aux articles 258 bis, 285 octi du Code minier, l'article 414 sexy du règlement minier et l'arrêté interministériel numéro 008 20 cabinet du ministère des Mines et numéro 003 cabinet du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale du 21 décembre 2021, signé après approbation par le Conseil des ministres. En ce qui concerne la gestion proprement dite de la dite dotation, les comptes bancaires sont ouverts au nom et pour le compte des organismes spécialisés et gérés de manière autonome par les dits organismes et c'est conformément au règlement intérieur de chaque organisme. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale félicite les opérateurs miniers qui ont déjà déclaré leur contribution et les encourage à observer les instructions du gouvernement pour l'élaboration des projets de développement communautaire afin d'éviter la navigation à vue et sans repère. Quant à la référence au programme d'urgence intégré des développements communautaires, il convient de rappeler que les 10 programmes est un outil programmatique de développement communautaire initié par le président de la République, inscrit dans les plans nationaux stratégiques de développement PNSD et qui a été adopté par le gouvernement lors de la 40e réunion du Conseil des ministres tenue le 11 février 2022. Ceci n'est pas à confondre avec les plans de développement des entités territoriales décentralisées et TD. La référence au modèle de reconversion socio-économique à travers les centres de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes en agro-business du PABEA Cobalt, élaboré et mis en œuvre avec l'accompagnement technique et financier du groupe de la Banque africaine de développement BAD, n'appelle pas à un recours au financement supplémentaire du PABEA Cobalt, mais plutôt à une référence à un essaimage d'un modèle de projet intégré de développement communautaire qui a déjà fait ses preuves. Le cabinet du ministère espère que cette mise au point mettra fin à ces allégations mensongères et fake news, car si cela perdure, il se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes pour imputation dommageable. Fait à Kinshasa le 12 janvier 2023, Hubert Titika Ikalamba, directeur des cabinets. Le révérend pasteur du Okanzangulu Richard a la profonde douleur d'annoncer aux frères et sœurs, amis et connaissances, le décès de son père, Papa Abraham Katumba Ishamboui, survenu le 8 janvier 2023 à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 13 janvier à samedi 14 janvier 2023, veillée mortuaire à Itimbiri numéro 1, dans la commune de Matete, sur boulevard Lumumba, de 20h à l'aube. Samedi 14 janvier 2023, levée de la dépouille de la morgue de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, à 9h, service funèbre à l'église Shekina Tabernacle de 10h à 13h, suivi de l'inhumation à la nécropole 1 entre terre et ciel. Ces communiqués, tiens-les de faire part.